Messieurs et dames, bonjour. Merci de nous rejoindre à True TV pour ceux qui nous suivent à la télé et à Watt FM pour ceux qui nous suivent à la radio. À cette émission spéciale, la rumeur est partie comme une traînée de poudre le dimanche 23 janvier. Après plusieurs heures passées dans une véritable confusion, un communiqué lu en fin d'après-midi hier lundi 24 janvier par le capitaine cadet Sitsoré Ouedraogo précise tout. Un groupe de militaires a pris le pouvoir au nom du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR en abrégé. Il est présidé par le lieutenant-colonel Sandaogo Paul-Henri Damiba. La Constitution est suspendue. Le gouvernement dissous, tout comme l'Assemblée nationale. Les frontières terrestres et aériennes et un couvre-feu de 21h à 5h du matin est instauré sur toute l'étendue du territoire depuis hier. Entre l'adoubement de certains, le caractère stoïque des autres et les condamnations parfois à l'extérieur du pays, quelle lecture de cette situation nouvelle au pays des hommes intègres? Quelles implications? On en débattra tout au long de cette heure. On le dit, nous sommes à la télé et à la radio. Le sujet, il est plus qu'actuel. C'est bien pour cela qu'après ce plateau en français, vous en aurez un autre, donc un décryptage, cette fois-ci en langue morée, lequel plateau sera animé par Adam Skaled Ouedraogo. Sur ce plateau, avec moi pour décrypter cela, je m'en vais d'abord vous présenter le docteur Jacob Yarabatioula, enseignant-chercheur à l'université de Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Bonjour professeur. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Autre visage bien connu, celui de Bernard Bougma, chef de desk politique Watt FM et True TV. Bonjour Bernard. Bonjour Geoffroy. Et celui que je m'en vais vous présenter comme dernier visage, Abdoulaye Bari, journaliste, doctorant en sciences politiques. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Geoffroy et merci pour l'invitation. D'ici là, on aura Kalifara Serré, administrateur civil, expert en développement et en stratégie locale. En introduction, le décor, il est planté. Depuis dimanche, on entendait les cryptements d'armes lourdes, automatiques, beaucoup de questions depuis, et à un moment donné, une véritable confusion. Et puis depuis hier, je pense qu'on est fixé. Première question en termes de tour de table, ça a commencé samedi avec une pression de la rue, ça termine hier avec des hommes en armes qui disent ce qui est depuis dimanche. Surprise que ce soit en définitive l'armée, ce sera mon premier tour de table. Je vais commencer par ordre. Docteur Yarabatioula. Oui, vous faites bien de dire qu'il y a un élément de surprise quant à la durée un peu donc des événements, savoir la nuit donc de samedi à dimanche et finalement lundi 17h qu'on soit déjà dans un coup d'état consommé ou bien dans un coup de force consommé. Ça c'est une grosse surprise de voir donc aller aussi rapidement donc ces événements. Également de savoir que le vendredi, samedi, tout ce qu'on a vécu donc dans la ville de Ouagadougou, un peu partout sur le territoire national, que on soit arrivé justement à de telles conclusions. C'est une grosse surprise dans la forme donc des choses, dans la manière donc d'aller à ce coup d'état et quand on est là depuis un certain nombre d'heures, on hésite entre donc revendications corporatistes et coup d'état et qu'on attend un communiqué qui finalement tombe vers 17h. Voilà, on a véritablement eu chaud durant cette période et on peut comprendre effectivement que c'est pour nous en tant qu'observateurs, c'est une grosse surprise de voir que ça s'est terminé effectivement de la sorte. Bernard Bougma, la même question. Alors effectivement, les choses sont allées très vite après cette marche interdite et réprimée de samedi. Et donc au petit matin de dimanche,
les crépitements des armes effectivement ont commencé. Mais il y avait aussi quand même des signaux. On peut être étonné que ça soit allé effectivement très vite, mais il y avait un certain nombre de signaux parce que déjà des gens avaient été arrêtés et détenus pour faire des tentatives de coup d'État. Ça veut dire que déjà il y avait dans l'air quelque chose qui ne tournait pas rond. Sur le plan politique également, il y a ce relâchement par rapport au parti au pouvoir d'aller sur le front. Il y avait pratiquement plus d'artificiers qui sortaient pour défendre un certain nombre de choses. Et on avait l'impression aussi que le chef, le commandant de bord était abandonné à lui seul et cherchant, comment on appelle ça, des bouées de sauvetage. Donc on sentait qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas rond, mais aussi on constate que les choses sont allées vite parce qu'en face aussi, c'est pratiquement comme si on avait travaillé à ce que quand les événements vont venir, qu'il n'y ait pas de résistance parce que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas joué véritablement les résistants. Voilà. Donc les choses sont allées très vite et puis bon, ça a été effectivement vite plié aussi, comme on le dit. La même question, Barry. Bon, moi je ne parlerai pas de surprise. Je trouve que c'est même arrivé très tard. Vous êtes dans un pays qui vit une crise sans précédent dans l'histoire. C'est dans ce pays où depuis 6 ans, il y a une menace sécuritaire, dégradation de la situation, qui met en errance près de 2 millions d'âmes qui n'ont rien demandé à qui que ce soit, qui n'attendent que la sécurité pour, on va se dire, se battre au quotidien pour vivre, parce que l'État n'a jamais été présent pour ces gens-là. Et on voit une aggravation exponentielle de la crise sécuritaire, des morts au quotidien, au point que le Burkina est arrivé à un tournant de la désacralisation de la mort. Vous savez, et finalement, quand on avait un mort, 2 morts en 2015, c'était les mois. Et on est arrivé à une situation où 5 morts, 10 morts n'arrivent même plus à émouvoir les gens parce qu'on a désacralisé la mort faute de réponse adéquate. Donc il y a cette exaspération a continué avec l'aggravation de la situation sécuritaire, mais en face, il ne faut pas avoir peur des mots. On avait un pouvoir à terre. On a un leadership politique qui a refusé de gouverner depuis des années, qui ne gouverne pas, qui ne se soucie pas, on va dire, d'apporter des réponses aux défis sécuritaires. Donc à la crise sécuritaire a fini par se joindre une crise politique et sociale. On a des civils qui sont sortis pour demander la démission du président. On a des partis politiques, membres de la majorité présidentielle, qui sont sortis pour faire des déclarations demandant le départ du chef de l'État parce qu'on était arrivé à la conclusion qu'il n'avait pas les clés pour apporter une réponse à la souffrance d'un peuple qui vit le martyre depuis 6 ans. Et au contraire, les réponses qu'ils ont apportées jusque-là ont été des réponses approximatives qui ont aggravé la situation avec des choix politiques approximatifs, des hommes qui n'incarnaient pas ni la dignité ni la grandeur de l'État et qui n'ont pas pu sortir le Burkina de ce grand trou malheureusement. Voilà, le coup d'État est arrivé, mais que ce soit ces jeunes officiers qui faisaient le coup d'État ou pas, le coup d'État allait finir par arriver parce que le pouvoir était à terre. D'accord. Oui, je voulais quand même rebondir par rapport à ce que M. Barry dit, par rapport au fait que ça soit arrivé quand même, ça soit arrivé pour lui un peu tard. Oui, c'est comme si on attendait, c'est comme si les Burkinabés attendaient une réponse de la part de l'armée pour que nous puissions sortir un peu donc de ce qu'il vient de décrire. Mais je ne pense pas que nous soyons tous de ceux qui aspirent à une réponse justement militaire donc de cette crise. Je pense que lui-même il comprend bien que la réponse militaire n'est pas une réponse donc à l'hydre terroriste. Donc nous pensons que c'est une grosse surprise. Quand on est arrivé d'abord à un coup d'État manqué, on a arrêté des gens. L'État a plein pouvoir justement pour observer tous ces éléments et que quelques jours après, il y ait encore un coup d'État et qui marche. C'est quand même une surprise, c'est allé vite. C'est une surprise parce que moi je ne me suis jamais assis pour aspirer à ce que l'armée prenne le pouvoir. Je n'ai pas pensé à ça, j'ai pensé plutôt comment est-ce que le Burkina Faso va s'en sortir et si les militaires peuvent participer justement à la recherche de cette solution, mais pas pour faire un coup d'État et de cette manière en peu de temps et aussi facilement. On reviendra sur ce... Non, juste puisqu'il m'a interpellé, il m'a interpellé s'il vous plaît.
je voulais en deux mots, s'il vous plaît, Geoffroy. Je suis interpellé. Précision, je ne suis pas en train d'applaudir pour un coup d'État. J'ai fini. Je n'applaudis pas pour le coup d'État. D'accord. Mais je dis que le déficit de la gouvernance, l'aggravation de la crise sécuritaire, c'est clair. La réunion d'éléments explosifs, tant au niveau social que militaire, n'avait que pour le seul destin un coup d'État parce que l'armée est le corps le plus organisé. Mais je n'applaudis pas pour un coup d'État. C'est compris. D'accord. C'est bon. Moi, je vais revenir maintenant à Khalifa Rassélé. Je l'ai annoncé en début d'émission. Il est avec nous. Administrateur civil, expert en développement et en stratégie locale. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Là, vous n'avez pas raté grand-chose. La première question, et qui était le tour de table, qui balise tout, mais qui déjà fait débat, c'est est-ce que c'est une surprise lorsqu'on sait que la première pression était beaucoup plus civile depuis samedi, on en est maintenant à des militaires qui ont décidé depuis hier. C'est une surprise pour vous? Non, pas du tout. Et c'est même normal. Il faut sortir de l'hypocrisie qui veut qu'on pense que le corps d'État qu'est l'armée ne fait pas partie du peuple. Voilà. Et le coup d'État est normal. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut même inscrire le coup d'État comme un recours constitutionnel dans des États dans lesquels les conseils constitutionnels, vigiles de la Constitution, ne servent à rien. Qu'est-ce que vous avez? Et ce coup d'État est un coup d'État qui est extrêmement économique. Pourquoi? Politiquement sain. Ça évite comment dirais-je, des coûts humains, des coûts économiques et des coûts politiques supplémentaires. Ça se passe tranquillement en une journée et tout est fini. Il faut que nous apprenions à être clairs. Si nos États demeurent dans ces histoires de proto-démocratie, caractérisées par d'habitude des processus démocratiques, c'est-à-dire des démocraties de pure procédure, dans lesquelles tous les organes importants de contrôle, de supervision sont captifs de ceux qui sont au pouvoir, il n'y a pas d'autre recours que l'armée, et je pense qu'il faut vraiment consacrer cela. Alors, si nous devions aller avec les marches, les contre-marches, etc., nous en arriverons pour 6 mois, avec un gel de toute l'activité économique. Là, ça s'est passé vite, et c'est bien comme ça. Je pense qu'on est sur des questions de principe ici. Le débat se pose sur des questions de principe. C'est dit, l'armée comme solution, alors qu'on sait que dans nos démocraties, ce n'est pas des choses prévues. Je pense qu'on vous a compris, Yawadula, vous êtes contre. Non, mais je peux pas. En fait, je ne peux faire que l'apologie des institutions solides pour le continent africain, pour les pays africains, parce que il y a des pays qui nous entourent et il y a des pays outre-mer où on n'a pas besoin de l'armée et ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi chez nous ça ne fonctionnerait pas. Vous avez déjà entendu parler du coup d'État au Sénégal? Avez-vous déjà entendu parler de coups de force comme ça? Le Bénin est déjà dans un rythme assez intéressant, donc d'alternance démocratique. Vous pensez que nous ne sommes pas capables au Burkina d'aspirer aussi donc à un régime, disons, beaucoup plus entre griffes laïque? Voilà, je pense que si ce que le grand frère dit, c'est parce qu'on manque de solutions. Et la solution militaire semble être donc celle qui est à notre portée. Sinon, je pense que tout le monde aspire à des institutions solides, capables justement de porter donc les idéaux donc des Burkinabés. Et si nous mettons en place, par exemple, une institution judiciaire qui juge tout le monde à la même enseigne, avec les mêmes lois, qu'est-ce que nous allons chercher donc de plus avec donc l'armée qui est justement là pour s'occuper donc de l'intégrité donc de notre territoire et qu'on lui donne des moyens. Si nous jouons sur la question que Barry aborde sur la gouvernance, donc, et que nous sommes tous vertueux justement donc dans ces questions, qu'est-ce que l'armée a à foutre avec justement la gestion donc de la chose donc de l'État? Donc c'est de faire en sorte que nous ayons des institutions beaucoup plus solides au Burkina Faso, qu'on respecte ce qu'on dit, qu'on ne trie pas tout les constitutions et les autres prises de décision et qu'on reste droit. Mais je pense que si on a ça, je pense que lui comme moi et bien d'autres personnes, nous allons donc avoir une armée républicaine qui va jouer justement son rôle régalien. Merci de terminer avec ainsi. C'est d'ailleurs ce qu'on n'avait peut-être pas. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui l'intervention de l'armée. Bernard, vous vouliez réagir avant qu'on quitte les questions de principe?
Bon, personnellement, moi, je dis que par rapport à ce coup d'État, les signaux étaient déjà ouverts. Ça, c'est clair. Donc, les signaux étant déjà ouverts, quand on partait aux élections de 2020, il y avait deux hypothèses si Roch était élu. Il y avait deux hypothèses. Soit il assume, il gère les questions de bonne gouvernance comme il se doit, avec comment on appelle ça, un bon ancrage des institutions de la République, ou bien il continuait de faire avant 2020 et il partait à volo, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce que j'avais comme complément. D'accord, on va quitter les questions de principe. On a vu hier le message qui nous a été lu. Il a été assez clair. Ça nous a permis, depuis toutes les supputations qu'on avait, de mettre des visages derrière ce qu'on voyait venir. Moi, je vais rester avec Bernard Boukma. Vous êtes le chef de desk politique de WattFM et True TV. On a tous assisté ensemble à cette déclaration-là. On a eu le message de ce que tous les corps étaient solidaires de ce qui est en train de se passer. On avait nous aussi regardé, on a vu qu'apparemment il n'y avait pas la gendarmerie. On a tous suivi ces choses-là. Vous, quelle lecture vous faites? Bon, d'abord, effectivement, mais quand on regarde aussi, ce sont des camarades de peau, donc des promotionnaires ou pas, parce que il y avait deux lieutenants-colonels, le reste c'est des capitaines, mais ils sont tous issus de l'académie militaire Georges Namano de Pau, passant naturellement par le PMK. Voilà. Donc là, il faut dire que c'est des gens qui se connaissent très bien. Et ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est la gendarmerie qui avait déjà pris le chef de l'État avant leur arrivée pour des questions de protection. Donc la gendarmerie nationale s'affichait clairement en la matière avec les mutins. Je ne pense pas, parce que quand les tirs ont commencé, on ne les avait pas vus. C'est dans des garnisons purement militaires, Sangoulé-la-Mizana, Wayuguia, Kaya, comment on appelle ça, la base aérienne, Babassi. Donc déjà, elle n'était pas partie prenante déjà de cette mutinerie. Ça, c'est un. Et deuxièmement, dans sa tradition aussi, la gendarmerie joue beaucoup plus en retrait. C'est ce qu'on a observé. Je pense aussi que c'est cette tradition qu'elle a suivie. Quand on regarde, même pendant l'insurrection populaire, c'est beaucoup plus les militaires que les marcheurs ont appelés à la rescousse. La gendarmerie a beaucoup travaillé pour encadrer sur le plan républicain les choses, mais n'était pas intégrée dans la gestion. Quand Zida a pris le pouvoir, dans l'entourage, je ne voyais pas de gendarmes. Donc, mais après qui ont accompagné dans les organes normaux comme ils le font, moi je pense aussi que hier la gendarmerie est restée dans cette même proportion, même si à un moment donné d'ailleurs c'était plus ou moins tendu quand il s'agissait de dire de livrer le chef de l'État ou pas, comme on appelle ça, au mutin. Quelle lecture aussi vous avez vue avec les premières images qu'on a vues à la RTB? C'était la première fois qu'on voyait ces hommes en tenue, et ça donnait peut-être pour certains une idée des compositions qu'il y a derrière. Barry? Bon, moi, au contraire, ça m'a plongé dans les années 80. D'accord. Où on voyait comme des jeunes, à chaque fois qu'il y avait coup d'État, c'était des gens assez jeunes à l'époque, que ce soit au Burkina ou ailleurs. On a vu dans certains pays, notamment la Gambie et même, on va dire, la Libye, où ceux qui sont arrivés avaient moins de 30 ans. Voilà. Donc, c'est dit que c'est la jeunesse de ceux qui sont au devant donc, des affaires. Mais ce qui est rassurant dans le discours donc des jeunes officiers, c'est que dans leur déclaration, ils ont dit que tous les corps de l'armée étaient étaient réunis et il n'y a pas de raison de ne pas croire en ce qu'ils disent, puisqu'il n'y a aucune résistance, ni à Ouagadougou, ni à l'intérieur du pays, ni militaire, ni civil. Donc ça veut dire que même si on peut dire que certains n'étaient pas d'accord, c'est qu'à l'arrivée, on a des gens qui sont unis, qui ont accepté de parler de la même voix. Et comme vous le savez très bien, lorsqu'il s'agit d'un coup d'État, ce n'est pas une affaire de grade. Quand il y a un coup d'État, c'est une question de rapport de force. C'est la puissance de feu. Celui qui a la puissance de feu et qui fait assez de consensus, qui prend le pouvoir. Ce n'est pas une affaire de grade quand il s'agit de faire un coup d'État. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même l'impression que toute l'armée a parlé d'une même voix, même s'il est difficile aujourd'hui d'avoir des éléments qui permettent de vérifier est-ce qu'un tel était contre, un tel n'était pas contre. Mais le plus important n'est pas à ce niveau. Et vous voyez, les militaires, c'est très rare de voir les militaires se tirer dessus. Contrairement à ce que les civils pensent,
commence, on dit bon, un tel camp n'est pas d'accord, l'autre camp, donc la gendarmerie, non, les militaires dans la tradition ne se tirent pas dessus, sauf cas extrême. Vous ne verrez pas dans un pays où les militaires dans une armée républicaine se mettent à se tirer dessus. Ça, c'est pas possible. Mais ce qui est important à mon avis, c'est de se dire qu'aujourd'hui, comment sauver l'avenir ensemble. C'est le plus important, parce que quoi qu'il arrive, les conditions de la gouvernance du président Roch Kaboré a réuni tous les éléments nécessaires pour l'arrivée de ce coup d'État. Soit c'est celui-là ou c'est un autre coup d'État, parce que on avait toutes les conditions nécessaires pour que ça explose. Et finalement, c'est l'armée qui a arbitré, parce que elle est le corps le plus organisé. On peut polémiquer en termes de principe. Je suis contre les militaires, je suis contre les coups d'État, mais je pense que le débat n'est pas à ce niveau. Le débat aujourd'hui, c'est dire que la réalité du terrain, face à l'ingouvernance du régime Kaboré, les militaires ont décidé, comme ils le disent, de prendre leurs responsabilités. Mais pour autant, les militaires doivent aussi ouvrir un large dialogue, parce que on ne peut pas construire une nation et recoller les morceaux seuls. Donc aujourd'hui, c'est l'avenir qui est plus important qu'un tel n'a pas participé. Est-ce qu'il n'y a pas un tel qui est contre? Je pense que le coup d'État est consommé. Il faut penser à l'avenir. Je reviens vers Dr Yarabatchoula. Oui. Moi, je reviens sur les premières images du jour, parce que pour moi, c'est très important de bien lire dans ceux qui sont en face et qui l'ont assumé. Et parce que les Burkinabés, on l'a tous aussi regardé. Depuis dimanche soir, on avait quelques nouvelles. On a eu l'impression qu'il y avait comme un genre de tractation, puisqu'il y avait des bandes déroulantes qui annonçaient un message imminent, lequel n'est pas venu très vite. Dans la soirée, on a vu un tweet du président de Faso, et très vite, on a vu un autre message. Pour vous, il n'y a pas eu de problème, c'est vraiment des gens qui sont venus unis. Oui, moi jusqu'à cette étape des événements, j'aimerais quand même émettre que des hypothèses. Voilà, pour les besoins justement de la communication, à mon avis, ce qu'ils ont dit hier, c'est ce qui était donc normal d'être dit, c'est-à-dire rassurer donc la population que l'armée et toutes ses composantes font bloc justement derrière le mouvement, et que nous voulons justement prendre donc nos responsabilités. Je pense que ça peut être un élément de communication pour rassurer justement les populations, ou même pour inviter des gens qui peut-être qui traînent les pas. Vous ne pouvez pas faire ce coup de force, à mon avis, dans un pays où donc il y avait un ministre donc des armées, il y avait un chef d'État avec donc des hommes sûrs dans le milieu, et avoir tout de suite tout le monde avec vous. Il y aura des individualités qui se rendent compte ce que vous avez fait, parce que ça fait chuter un ensemble donc de dispositifs qui étaient là. Donc ça ne peut pas faire l'unanimité parfaite. C'est pourquoi je pense les jours à venir doivent servir justement donc à monsieur Damiba et à toute son équipe donc de faire un travail donc de ratissage, ou encore de rappel justement donc enfin je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas faire un travail de séduction, s'il faut le dire comme ça, ou un travail donc d'appel à l'unité autour donc de son action. Et moi je reste convaincu que ce que nous avons vu, c'est assez représentatif un peu de ce que nous voyons couramment. Et ça, je pense qu'il faut suivre un peu cet aspect de près, parce que si il y a crise les mois ou les semaines à venir, ça serait en lien avec justement donc les mésententes ou encore les problèmes à l'intérieur justement de cette coalition. J'aimerais bien croire que donc tout le monde est derrière donc le mouvement, et que peut-être les plus sceptiques vont rejoindre le mouvement, et il faut donc le prouver, et que ceux qui pensent qu'ils ne sont pas encore vaincus, voilà, vont peut-être penser à autre chose. Donc ça va faire que, à mon avis, ça va faire que les 3 premiers mois ou les 6 premiers mois seront donc caractérisés par des sortes de méfiance, voilà, où l'action même sera difficile à poser, parce que on ne sait pas qui est qui. On va chercher donc à arrêter des gens, peut-être à emprisonner d'autres. Bon, ça peut être autant d'hypothèses comme ça qui peuvent survenir et qui peuvent peut-être mettre en mal donc le
la mise en œuvre donc des ambitions donc de ce mouvement. Donc je reste quand même un peu observateur donc de ces premières images, la jeunesse donc de ces messieurs, leur capacité à rassembler et surtout ces nombreux généraux qu'on a mis à la touche, qui sont là. S'ils donnent des conseils, tant mieux. S'ils ne donnent pas des conseils, ils sont assurés. Bon, bref, moi je reste convaincu que ils doivent avancer parce qu'ils sont obligés maintenant d'avancer, mais ils doivent pouvoir travailler à tisser justement ces liens. Sinon, ça pourrait être encore le début d'un autre problème à l'intérieur donc de ce mouvement. Non, je vais venir à vous parler tout à l'heure. Je viens vers Khalifa Rassiri. Vous avez la même prudence que le docteur Yarabatula? Bon, oui, la prudence dans la formulation de nos jugements, oui. Mais je dis ceci, un coup d'État n'est jamais inopportun au plan politique ni sociologique. Il faut s'en convaincre une fois pour toutes. Et je voudrais dire que, avant de revenir à la formulation de mon opinion sur l'événementiel d'hier, quand vous prenez les pays d'Amérique latine et les pays de l'Afrique australe actuellement, vous voyez qu'il y a quand même... Aujourd'hui, si je vous demande qui est le président de la Namibie ou de la Tanzanie, vous allez mettre 30 secondes avant de les... Parce que finalement, tous les 8 ans pratiquement, ils changent de chef d'État. Il y a donc un processus de régulation, de rotation, turnover du personnel. C'est pas arrivé simplement. Aujourd'hui, des pays champions des prononciamentaux comme la Colombie, la Bolivie, tranquillement, ils attendent, même quand il y a crise, l'armée se terre et rien ne se passe. Tous les généraux qui partent à la retraite s'en vont postuler pour des postes d'échevins, c'est-à-dire conseillers municipaux ou maires. Personne ne pense à reprendre le pouvoir. Parce que simplement, ils ont atteint le niveau de maturation après la fermentation qui fait que l'armée n'a plus sa place pour intervenir et perturber le cycle. Et je voudrais qu'on retienne le terme cycle. Notre cycle démocratique n'a pas... C'est lent. Puisque par exemple, quand vous prenez l'Afrique centrale et l'Afrique australe, vous dites, mais pourquoi? J'ai ma petite hypothèse. Moi, je crois que tout cela tient de la manière dont nous avons engagé nos indépendances. L'Afrique australe sort de l'indirect rule. Nous sortons de la politique assimilationniste. Et nous ne sommes même pas sortis de l'assimilation, nous sommes dans la recolonisation. Ça, c'est juste une parenthèse. Ceci dit, quels sont les bons points de ce coup d'État? Entre griffes, ou ce qu'on peut appeler les inquiétudes possibles, potentielles. Les bons points, c'est quoi déjà? Ce sont des jeunes. Dans la tranche d'âge qui représente, comme Barry l'a si bien dit, la nervure principale, c'est la colonne vertébrale de l'armée. C'est les 35-45 ans. Toutes les armées du monde, c'est eux. C'est comme les chefs de service dans les administrations civiles. C'est eux qui sont concernés. Vous avez remarqué que beaucoup d'entre eux venaient même d'être nommés. Ce n'est pas un devoir d'ingratitude pour eux d'avoir fait le coup d'État. Par exemple, en étant nommés et en restant sous la coupe d'un régime de procrastination. Parce que le président Kabore, il faut le dire, il n'y a que dans les démocraties en construction et balbutiant qu'un homme du profil psychologique de Roch Kabore peut accéder à une charge telle que celle de chef de l'État. Clairement. Parce que c'est un non-réactif primaire et lymphatique. C'est un procrastinateur à la tête de l'État. Une procrastination, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que rien à démettre ce qu'on peut faire. Rien ne bouge, rien n'avance. Lisez tous ces discours. Il a fait une série de discours. On va revenir sur le bilan qu'on peut faire. Donc, mon idée est que le fait que ce soit ceux-là qui encadrent les soldats sur le champ de bataille, qui aient pris leur responsabilité, ça c'est un bon point. Parce qu'ils savent exactement ce qu'il faut quand on va aller, parce que dans les prochains jours, si ce coup d'État a été un bon coup d'État, on le saura, parce que dans les prochains jours, toute la population, de toutes les couches sociales, tout le monde doit grincer des dents. Parce que l'effort à fournir pour commencer la guerre, qu'on n'a jamais engagé, ça va engager tout le monde. Nos enfants,
nos petits-enfants, nos petits frères, tout le monde. Chacun de nous aura quelque chose à faire. Maintenant, cette jeunesse, donc, quand vous lisez, quand vous regardez, vous voyez bien sûr qu'il y a quelques balbutiements déjà, même le cycle. C'est un cycle qui n'est pas très euphonique, qui n'est pas très stratégique. C'est-à-dire que si c'est MPSR, ça ne se prononce pas bien. Sauvegarde et restauration, ça ne se va pas ensemble d'un point de vue macro-stratégique. Mais ça, c'est normal. C'est des naïvetés essentielles. Et ça, c'est rassurant. Et quand vous regardez mais ça sera pour la démission. Ça fait quand même. Voilà. Abdoulaye Bari, tout à l'heure, lorsque Dr Yarabatula développait, vous vouliez réagir. Non, moi, c'est par rapport à l'image qui a été présentée. Lorsqu'on regarde le communiqué, les images à la télé, d'abord, vous avez au milieu un jeune capitaine qui est de l'armée de l'air. C'était un pilote. À sa gauche, vous avez un colonel qui est de l'armée de terre, le colonel Tankwano. À sa droite, vous avez un colonel qui est de l'armée de terre, notamment le colonel Damiba. Mais au fond derrière, vous voyez vous les voyez, il y a deux qui sont encoagulés. Ils sont des forces spéciales. Les forces spéciales qui sont basées à Kamboinsin. Et elles ont rejoint avant-hier nuit le camp Sangoulé. Justement, c'est le ralliement. Mais en même temps, vous avez à droite celui qui commande l'une des plus importantes régions militaires au Burkina, en l'occurrence la 3e région militaire. Vous avez, il est passé donc par le 12e RIC en 2015. Il a commandé le GFAT. C'est celui qui était donc en première ligne dans la lutte contre le terrorisme à partir de 2015-2016. Puisque à l'époque, Djibo n'était pas une région militaire, donc en même temps qu'il était commandant du 12e RIC, c'est-à-dire à Ouéguia, c'est lui qui a cédé donc le flambeau à Emmanuel Zungrana. Donc en même temps, il commandait, Djibo relevait de lui. Il a commandé le GFAT. Donc c'est un officier quand même qui jouit quand même d'un certain respect au sein de l'armée, parce que de ce que l'on retient de la troupe, c'est un militaire qui connaît le terrain, c'est un vrai combattant, c'est un homme valeureux au combat. Donc on peut dire qu'il y a, au plan militaire, il y a une certaine légitimité. C'est pas un parvenu, le commandant Damiba. Il est passé par l'école de Paris. Donc c'est un homme qui est assez proche de la troupe. Et lorsqu'on regarde la configuration, on a quand même pratiquement tous les corps, même si certains disent que la gendarmerie n'est pas là. Je pense que c'est pas souhaitable d'avoir la gendarmerie dans un coup d'État, parce que la gendarmerie, sa devise, c'est pro-légué, pro-patria. Ils sont là pour la patrie et pour les lois. On ne peut pas, dans un cadre normal, que la gendarmerie s'associe à un putsch. Des traditions, ça n'existe pratiquement pas. Donc, je vais dire que si dans la tradition d'une manière générale, que ce soit au Burkina ou ailleurs, je vais parler de la philosophie de la gendarmerie. Dans leur philosophie, c'est des républicains jusqu'au bout. Donc, le fait qu'il n'y ait pas la gendarmerie là-bas, je ne pense pas que ce soit forcément un problème. Je reviens à Bernard Bougoumba. Je pense que Barry dit quelque chose d'intéressant concernant le lieutenant-colonel Damiba. Il est à la tête quand même de la 3e région militaire. On a vu quand ça a commencé à crépiter, c'est ceux qui dépendent bien de lui. Donc c'est logique. Oui, c'est ceux qui dépendent bien de lui, vous l'avez si bien dit, effectivement. Donc, c'est en décembre, tout récemment, après Inata, qu'il a été nommé comme commandant de cette 3e région militaire-là, donc qui a pour base le Kadougou, donc Ouagadougou, avec les autres villes, Fada, Manga et Koudougou. Donc, effectivement, on pourrait dire que c'est logique. Voilà, bon, parce que on dira facilement, ce sont ces hommes, voilà, qui sont sous son commandement. Mais en même temps aussi, je pense que tout est parti du camp Sangoulé. Est-ce que c'est une orchestration? Mais toujours est-il que, comme l'a si bien dit M. Barry, en dehors des 2 lieutenants-colonels, tout le reste c'est des capitaines. Tout le reste c'est des capitaines, donc ce sont des jeunes. C'est pas pour rien également qui dit que ça rappelle l'époque 83 où on a eu l'épopée également des jeunes capitaines au Burkina, Thomas Sankara, Blaise Compaoré, j'en oublie. Donc un remake plus ou moins de l'histoire, point d'interrogation. Mais en même temps aussi, c'est quelqu'un qui connaît bien également ce terrain-là, pour avoir été au RSP, mais pour avoir également servi au Sahel et au Nord. Donc ce n'est pas un problème de terrain
qui pose à M. Damiba. Ce n'est pas un problème de connaissance également des enjeux liés aux questions du terrorisme. Lui qui a même écrit un livre sur les armées africaines par rapport au terrorisme, qui ne connaît pas ce qui se passe. Mais parce que commando et qui a passé la main, qui a été comment on appelle ça, qui a passé la main au lieutenant Emmanuel Zungrana. Donc ce sont des hommes, je dis bien, qui connaissent bien le terrain, mais qui ont également fait face à un moment donné à un coup d'État quand il s'agissait de dire non au coup d'État de l'ex-RSP qui est proche de l'ancien... Mais attention, Damiba n'était pas là en 2015 pour la réponse. Oui. Le contre-coup d'État Damiba n'était pas tout à fait, parce que Damiba ne voulait pas aussi contrer ses frères d'armes. Parce que Aziz Kourgo, avec qui pratisait, comment on appelle ça, il partageait pratiquement le quotidien au PMK, qui ont co-logé ensemble, qui s'appelle les binômes. C'était aussi difficile en tant que frère d'armes de faire des choix en ce moment-là. Donc, d'où sa prudence. Mais on se rappelle également que la brève conversation téléphonique entre lui et le général Diendéré, qui lui demandait que lui il a appris qu'il viendrait sur Ouagadougou, il a demandé, il a dit nous n'avons pas reçu d'instruction dans ce sens, et il a demandé où est-ce que vous voulez autre chose, mon général, le général Bazoulé qui répond c'était juste voilà, c'est suffisant. Et puis il a arrêté, la conversation est arrêtée. Il a même été cité comme témoin dans le cadre du procès du coup d'État, mais pas en tant qu'accusé. Mais quand ces écoutes étaient sorties, beaucoup s'étaient posé la question de savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il a refusé de venir contrer le coup d'État que des gens tentaient de le noyer, ou bien parce que cette brève conversation ne suffisait pas pour dire qu'il a été partisan de ce coup d'État, parce que c'est quelqu'un au début qui l'a appelé juste pour un renseignement. Ça, on l'a vu. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est en terrain neutre. Il connaît bien le terrain. Il connaît aussi bien les hommes. C'est bien ce que Bernard nous rappelle ici. Parce que pour beaucoup, quand on a entendu des militaires, on a cherché des noms. Chacun essaie de comprendre. Parce que notre armée aussi, il y a eu des polarisations. Disons les choses de façon très claire. Et très tôt, on a dit c'est des boys. Quand on dit boys, les gens se rappellent d'une période, il y a un nom, c'est Zida. Il y a aussi quelqu'un qui attend en prison qui s'appelle Diendéré. Donc, derrière, il y a le jeu de polarisation et la question qui continue de se poser. Est-ce que pour vous, ça peut impacter, on peut faire une lecture parce que ça peut peser, et qu'est-ce que vous en pensez Moi, je voudrais plutôt dire, c'est juste un peu, sans perturber votre gestion de la parole. Vous réalisez et puis après vous... Voilà, je suis habituellement d'accord avec Barry, mais je voudrais le faire, cette rectification-là. Il n'y a pas un coup d'État au Burkina Faso et en Haute-Volta dont la cheville ouvrière n'a pas été la gendarmerie. Il faut retenir ça une fois pour toutes. Sauf celui-ci. Pourquoi? Parce que, c'est pas une question de... moi je dis, mon idée, c'est pas souhaitable que la gendarmerie, en tant qu'institution républicaine, soit dans un coup d'État. Je dis, c'est pas souhaitable. La gendarmerie est une arme spéciale. D'accord. Elle est polymodulaire, c'est la seule arme qui est à la fois sécurité et défense, cheville ouvrière de police administrative, de police judiciaire, et cheville ouvrière du renseignement militaire, plus avant-garde donc des forces de combat. Mais si vous regardez ces derniers temps, la gendarmerie est certainement le corps qui a payé le plus lourd tribut. Pas forcément parce que la gendarmerie était dans des positions inadéquates, mais on a eu l'impression qu'il y avait un genre syndrome RSP qu'on tentait d'inoculer à la gendarmerie. Donc le concept, la doctrine d'emploi de la gendarmerie avait tendance à être dévoyée. De sorte que, à son corps défendant, parce que moi je ne crois pas que ce soit la gendarmerie qui ait demandé à se mettre devant ECHO. Je pense que c'est plutôt les politiques qui ont joué la gendarmerie contre les autres. C'est pour cela qu'effectivement, c'est pour ce push précisément, ils n'ont pas été devant. Sinon, dans les autres coups d'État, quand vous verrez que toujours, ce sont ceux qui souterrainement ont tout préparé. Oui, j'avais cette question que je posais sur la question de la polarisation avec des noms publicités. La polarisation, effectivement, est certainement la problématique majeure de notre armée. Avant de remobiliser les forces de l'État, l'ensemble des forces sociales, etc., pour la guerre, il va falloir que notre armée acquiert un principe élémentaire, mais qui est son ADN principal. La fraternité d'armes, elle a disparu. Elle n'a pas disparu depuis hier ou quoi. Il y a très longtemps, depuis 30 ans. Et quelles sont les raisons pour vous? Les raisons sont qu'elle a été travestie par
extravertis par les politiques. Dès lors que le général Lamizana a mis dans ses gouvernements successifs quelques officiers, c'est vrai qu'ils étaient compétents à leur poste, du génie militaire, etc. En même temps qu'il a bâti une bonne armée, de la même manière, il a inoculé le premier virus de la destruction et de la polarisation, multipolarisation de l'armée, qui est allé en s'atomisant. C'est-à-dire que les grands pôles se sont atomisés. De sorte qu'à un moment donné, et présentement, vous avez dit, c'était 2 ou 3 têtes d'affiches, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Donc ça fait que finalement, est-ce que le message d'hier on a mis le curseur haut pour pouvoir essayer de rassurer la population, mais est-ce que c'est véritablement un premier pas qui a été fait et qui est attesté par le temps mis pour produire la déclaration? Est-ce que ça suffit que quelque chose a commencé à se faire? Parce que la guerre aussi aide à la cohésion et au retour de l'éthique au sein de l'armée. C'est pour ça qu'il faut faire la guerre vite, bien et intensément. D'accord. Oui. La même question, docteur Yarabatula, oui. Sur le regard à avoir avec... Oui. Parce que l'armée, c'est aussi ça, des parrains, des gens qu'on n'oublie pas. Et... Encore que tous les acteurs que nous avons vus hier à la télé sont assez jeunes. Ils ont certainement pas des parrains, mais des coachs, des gens qui les ont fait monter un peu donc dans le métier. Donc c'est sûr que si Damiba et tous ses camarades ont pris le pouvoir pour justement se contenter donc des classes, ou encore donc se contenter donc de faire allégeance donc à des corps, ou encore à des supérieurs, ça va capoter. Donc si vous avez pris le pouvoir pour le peuple burkinabé, vous devez donc avoir une nouvelle posture vis-à-vis justement donc de tous ces gens qui peuvent justement vous influencer d'une manière ou d'une autre. C'est de faire en sorte naturellement que à partir donc de maintenant ils assument s'ils prennent le pouvoir et que il y a donc des gens qui sont écartés parce qu'ils n'étaient pas donc du camp d'Amiba, ou encore ils doivent faire allégeance, par exemple s'ils ont des familiarités, ou encore un devoir donc de redevabilité vis-à-vis de Diengéré, ou encore vis-à-vis donc de je sais pas quel général qui se trouve ici ou ailleurs, et qu'ils doivent les écouter, et ça va prendre un coup. Par contre, s'ils développent l'écoute vis-à-vis donc de la souffrance du peuple burkinabé, s'ils développent l'écoute par rapport donc aux urgences de notre pays, et qu'ils mesurent justement donc le caractère préoccupant donc de l'avancée donc du terrorisme et bien d'autres éléments semblables, donc en ce moment on va travailler à fédérer tout le monde, alors que tout le monde jusque-là ne pouvait pas s'asseoir autour de la même table, même dans l'armée. Donc c'est de faire en sorte qu'ils puissent justement trouver la magie donc de rassembler donc tous les corps et aller au front, parce que ce qu'on attend de lui, c'est que dans les 3-6 mois qu'on puisse savoir où est-ce qu'il nous amène, qu'est-ce qu'il compte faire, avec quel type donc de moyens, avec quel type donc de vision. Donc, et ça c'est urgent, et on ne peut pas attendre justement donc les tiraillements au sein donc des différents chapelles donc de l'armée. Il faut qu'il s'en démarque et qu'il fasse justement son choix politique militaire, faire en sorte qu'il avance avec le peuple par rapport donc à cette souffrance du peuple, et apporte donc tout de suite soit la vision qu'il trace pour le Burkina, soit justement donc les réponses que lui et son équipe proposent au Burkinabé. S'il ne le fait pas, je pense que c'est pratiquement les mêmes raisons qui vont produire les mêmes effets. Donc c'est de l'inciter, de l'inviter, de le supplier même, de faire en sorte qu'il soit à l'écoute des Burkinabés, pas à l'écoute donc d'une certaine hiérarchie, parce que lui il a dit qu'il n'y a pas de question de grade ici. Donc il n'a qu'à assumer pleinement et prendre justement donc les décisions qu'il faut pour qu'on avance. Parce que si à défaut ça va être donc des règlements de compte. Maintenant que nous sommes au pouvoir, mon élément est au pouvoir, voilà, vous allez savoir donc de quel mois je me chauffe. Non, ça ne va apporter rien pour ce pays. Ce qui va nous aider, c'est qu'il assume tout de suite sa posture donc de président de ce mouvement,
que j'aurais souhaité qu'on modifie quand même à la suite donc de ce qu'il a dit, parce que il n'y a pas un complément d'objet qui nous rassure. On aurait pu dire mouvement pour donc la sauvegarde et la restauration de la patrie. Là, on sait que c'est ça. Mais vous nous dites mouvement patriotique pour la restauration et la sauvegarde et la restauration. C'est qui vous avez peur du mot restauration? Non, vous voulez restaurer qui ou quoi? Vous voulez sauvegarder qui et quoi? Donc ça reste une grosse question. S'ils veulent une clarté politique donc de leur action, qu'ils puissent nous dire que le mouvement, c'est un mouvement de sauvegarde et de restauration de la patrie. Là, c'est assez clair pour tout le monde et on sait comment donc les accompagner. Par contre, si les gens commencent à se dire on veut restaurer les anciens déchus, on veut faire venir des gens qui étaient peut-être, et c'est tout l'enjeu, parce qu'à partir d'aujourd'hui nous allons regarder ce qui va être fait. Quelle suite il donne au dossier peut-être judiciaire. Si quelqu'un est jugé par justement notre appareil judiciaire et qu'on le libère demain, qu'est-ce qui va se passer? Donc on est en train donc de voir quel sera son rapport avec la liberté d'opinion, qu'est-ce que les médias vont avoir comme traitement, quelle est sa vision par rapport donc à l'éthique et à la gouvernance. Est-ce qu'ils vont sortir demain nous dire tous ces jeunes que vous avez vus, voici ce que nous avons comme patrimoine. J'ai ça en compte, j'ai ça comme patrimoine, je le déclare. Et à la fin qu'on puisse regarder. Mais s'ils se taisent sur tout ça, et que donc ils avancent dans l'opacité, parce que l'armée c'est la muette des muettes, on ne pourra pas justement apprécier. Et que tout de suite on puisse dire la vérité aux gens. Qu'on puisse dire que la situation est tellement pourrie que je ne vous garantis pas des résultats miracles. Et que tout le monde soit conscient que c'est difficile de faire revenir justement la paix comme ça. Et qu'on puisse engager l'ensemble des Burkinabés, y compris ceux qui sont du MPP, qui sont très fâchés, pour qu'on puisse donc les engager dans la construction de l'État. Et ça, je crois qu'ils peuvent le faire s'ils évitent un peu le clientélisme politique tout de suite, parce qu'il y aura des experts qui vont vite se positionner et il va s'ammecter avec justement tous ces gens-là et il ne pourra rien faire. Je suis d'accord qu'on puisse prendre en compte donc toutes les tendances, mais dans cette affaire, il y a des gens qui pensent que c'est eux qui ont provoqué donc le coup d'État. Ils ont donc droit donc au gâteau et tout de suite ça se bouscule. Non, il n'a qu'à faire quelque chose pour le pays. Un point, c'est tout. Je reviens donc à Abdoulaye Bari. On a écouté Dr Yaravatula. On est déjà dans la projection des défis de l'heure. Qu'est-ce qu'il faut? Dans quel état d'esprit ils doivent être? Qu'est-ce qui est attendu? Pour vous aujourd'hui, c'est quoi? Il n'y a pas 1000. Je veux dire, ces militaires ont été contraints, obligés d'assumer leurs responsabilités face à l'histoire, parce qu'il y avait une dégradation de la situation sécuritaire, parce que l'existence du Burkina en tant qu'État est menacée. Et on a assisté à une sorte d'humiliation de l'armée et de son peuple. Pas parce qu'on n'avait pas les moyens. Je refuse. Loin de moi l'idée de m'attaquer à un président déchu. Je vais rester constant dans ma démarche. Qu'est-ce que nous avons dénoncé pendant ces 6 ans? Nous avons dit que effectivement, dans un premier temps, on a essayé de nous faire comprendre que le phénomène est un phénomène transnational. Oui, nous sommes d'accord. Mais là où on n'a jamais été d'accord, c'est sur le diagnostic. Ce diagnostic, c'est de dire, passer 2 ans à dire que c'est un tel qui est derrière. 2 ans à dire que bon, si vous voulez qu'on négocie, parce que vous savez c'est qui est derrière. 2 ans à nous dire que je ne mettrai pas un militaire dans un gouvernement. Donc nous avons dit que le diagnostic là n'a pas permis d'apporter les meilleures réponses pour résoudre le problème. Et que le fait de dire, de dénoncer certaines choses n'était pas une attaque en règle, ni contre le président démocratiquement élu par le peuple burkinabé, ni contre les institutions. C'était juste une interpellation à plus de réponses. Parce que ce qui nous a conduit à ce niveau, c'est d'abord l'inertie et l'incurie. On a appelé le chef de l'État à gouverner son pays comme il se doit. Parce que vous n'avez pas 1500 terroristes au Burkina. Ils ne peuvent pas mettre en déroute une armée. Ce n'est pas possible. S'ils mettent en déroute une armée, s'ils arrivent à attaquer des casernes, ça veut dire qu'il y a un problème dans la gouvernance.
Le défi, c'est un défi sécuritaire. Et on ne peut apporter une réponse à ce défi que lorsqu'il y a un autre type de gouvernance. Et les Burkinabés, c'est pour ça qu'ils sont sortis en 2014. Offrir leur poitrine à des armes lourdes pour pouvoir aspirer à un véritable changement. Ce changement est-il venu après? En termes de gouvernance, je pense qu'il y a eu un grand déficit en termes de gouvernance, notamment sur la réponse sécuritaire, mais notamment sur la gouvernance démocratique. On a dénoncé hier la corruption, les injustices sociales, l'impunité sous le régime Compaoré. Mais est-ce qu'en 6 ans, les réponses apportées ont été meilleures? Je pense que beaucoup de Burkinabés conviendront que le remède qui a été apporté s'est révélé pire que le mal qu'on a combattu. Donc, pour me concentrer en termes de perspective, il y a à mon avis 2 piliers importants. Le premier, c'est sur le plan sécuritaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne pense pas que l'armée burkinabé est une armée en carton. C'est faux. Je m'inscris en faux. C'est une très bonne armée qui peut résoudre le problème et voir en 6 mois. Ça dépend de la stratégie. La stratégie qui, à mon avis, permettra de résoudre au plan sécuritaire la question, c'est de renforcer les unités des forces spéciales. C'est inadmissible qu'un pays qui traverse pendant 6 ans une crise terroriste, qu'on en soit encore à 160 éléments des forces spéciales. Le Niger en a formé plusieurs bataillons. Il est important que ça soit concentré, dans un premier temps, à renforcer la formation, on va dire le capital humain au niveau des forces spéciales. Que ces forces spéciales arrivent à faire un premier travail et réinstaller les forces de défense et de sécurité et la population sur place. Et travailler de telle sorte que l'armée de terre, que dans un détachement, qu'on puisse avoir par exemple un groupe de 3 éléments des forces spéciales, mais continuer la formation, réinstaller la population, mais ne pas oublier les autres pans de la crise, parce que la crise n'est plus que sécuritaire, elle est multidimensionnelle. La question de la gouvernance, la question du débat sur les défis liés à la communauté, les débats sur les défis liés à la sécurité intérieure, c'est-à-dire tous ces voyous qui ont pris des armes sous le label terroriste pour attaquer le Burkina. Ça, c'est le premier volet. Et je pense qu'il connaît mieux la question que moi, qui ne suis pas sur le terrain. Le deuxième élément est d'ordre économique. On a un défi d'ordre économique. Parce que vous ne pouvez pas faire face à ce défi si vous êtes dans un pays où l'économie est à terre. Donc, il faut travailler à avoir une économie bien meilleure à travers un assainissement des finances publiques et à travers l'investissement dans des secteurs créateurs de ressources. Ça, c'est le deuxième volet. Mais tout ça ne peut se construire que dans une dynamique de consensus. Ceux qui, aujourd'hui, vont applaudir l'arrivée des jeunes officiers et leur demander, allez, il faut chasser l'ancien régime, il faut chasser l'avant-ancien régime, se trompent. Pour réussir, il faut une dynamique consensuelle. Parce que tout ce qui était dans l'ancien régime n'était pas mauvais. Non ? Il y a eu un problème de gouvernance, mais il y a des gens qui étaient dans le système, qui ont dénoncé, qui ont proposé, ça n'a pas été écouté. Donc aujourd'hui, à ce tournant crucial de l'histoire de la nation, il est important, une fois qu'on a fini de définir les défis essentiels, d'appeler à l'unité nationale. Parce que la gouvernance passée a conduit à une désagrégation de l'unité nationale. On a catalogué des gens d'appartenir à l'ancien régime, d'appartenir à telle chapelle politique. Et au nom de cela, ils ont été brocardés comme étant des ennemis de la nation. Je vais pour terminer. Aujourd'hui, après avoir défini ces 2 éléments, il faut créer les conditions pour que les Burkinabés se retrouvent ensemble pour apporter les vraies réponses à la crise qu'ils vivent ensemble. D'accord. Je viens donc vers Khalifa Rassiré. Vous disiez, en tout cas, on peut avoir du bon. On peut avoir du bon dans un coup d'État. Maintenant, on est dans les perspectives, dans la question des défis. Et comment les aborder et même de l'explosif. En termes de défis, comment aborder justement cela, perspective? Alors moi, je pense que dans l'immédiat, si donc le travail se fait pour ramener la cohésion au sein de l'armée, parce que c'est d'abord ça. Ça, c'est très important. Si cela se fait, que l'on développe véritablement une doctrine d'emploi de nos forces
et que nos forces soient... Je suis un peu... Moi, les forces spéciales, je pense que c'est surtout pour des opérations spéciales. Peuvent venir en appui. Mais on ne peut pas avoir une armée structurée autour des forces spéciales. Il faut de l'impact. Donc, ce que moi je propose, je pense qu'il faudrait arriver à faire. On a des instances désuètes, des institutions, des infra-institutions assez désuètes, telles que par exemple la région militaire. Du point de vue géographique, on ne voit vraiment pas quelle est même l'importance de ça n'a aucun sens aujourd'hui. Il faut peut-être créer des armées ou des états-majors de zones. On en a au moins 3 aujourd'hui, ou deux zones principales. Ce sont ces zones de guerre là, l'Est et le Sahel, et accessoirement l'Ouest. Il faut y mettre, donc déployer toutes les forces, parce que ça doit être une guerre d'impact. On ne fait pas de guerre qui permet à l'ennemi de venir attaquer un détachement. Vous imaginez un petit détachement, une brigade de gendarmerie. Mais comment les gens arrivent à atteindre des infrastructures aussi insignifiantes en termes de force de combat? Non, on doit avoir un dispositif qui fait en sorte que l'armée se déploie massivement. Si vous avez des terroristes à l'ouest, vous les laissez. Vous avez il ne faut plus qu'on entende parler de ratissage, de quoi. Ces terminologies qui ont plus trait à la lutte contre le banditisme, ce n'est plus ça. Là, ici, il s'agit de la guerre. On parle encore des années. Quelle année? Nous les connaissons. Les supplétifs des groupes terroristes sont connus. Ce sont les petits, les jeunes qui étaient coincés dans les marchés à bétail. Ce sont ces jeunes qui draguaient les jeunes filles sur les marchés et qu'on ne voit plus. Où est-ce qu'ils sont rentrés? Mais ils sont allés là-bas, bien sûr, et on continue à dire année. C'est pas possible. Donc, ce ne sont pas des grands militaires, des stratèges qui nous attaquent avec des armes de 3e génération. Non, ce sont vraiment des gens qui s'infiltrent là, qui attendent, qui observent et qui avancent pernicieusement, qui désarticulent notre armée. Donc, pour moi, il faut tout faire pour restructurer l'armée en des blocs. Un grand état-major tactique avec tout ce que nous comptons de grands militaires, généraux et autres. Moi, j'ai toujours dit qu'il nous faut de vrais généraux. Des généraux à l'appel. Tous ceux qui méritent d'être des généraux, qu'on leur donne le grade de général. On n'a pas besoin d'attendre qu'ils soient nommés à un poste pour les offrir un poste. Non. À la Tchadienne ou quoi? Alors, oui, pas à la Tchadienne. Mais il faut faire en sorte que nous ayons une ossature. Cette ossature va permettre de broyer du terrorisme en coordination avec la défense civile qu'il faut structurer. Le territoire là, les gens qui y sont doivent être tous des gens qui sont en soutien à l'armée. D'accord, Bernard, en termes de défis et perspectives, avant d'aborder d'autres pans. Non, en termes de défis et perspectives, je pense que les autres invités sur le plateau ont déjà dit. C'est-à-dire, c'est la sécurisation, c'est l'organisation de la résistance par rapport à cette guerre. C'est aussi la promotion de la bonne gouvernance et tout ce qui va avec. Parce que nous sommes dans un régime où tout part dans tous les sens. Du moins, nous étions dans un régime où tout partait dans tous les sens. Vous l'avez si bien dit, la gendarmerie, à son corps défendant, a été propulsée au devant de la scène de la lutte contre le terrorisme, et c'est finalement la gendarmerie qui paie le lourd tribut en termes de soldats, d'éléments tombés. Donc, et la question de la gendarmerie est plusieurs fois revenue de savoir quelle est sa place réelle au niveau de la République et par rapport effectivement à cette guerre. Alors, maintenant, pour les différentes unités, et quand dimanche, parmi les 6 revendications qui étaient données, il y avait quand même que les 3 revendications étaient pertinentes, dont l'unicité des troupes par rapport à un corps unique, à un bloc, pour pouvoir faire face effectivement à la résistance. Mais derrière également, il y a des populations qu'il faut savoir organiser. J'ai toujours dit que pendant la rébellion ivoirienne, vous partez en zone non rebelle. C'est vrai, il y a la fête, il y a la Java, les Ivoiriens ont continué de festoyer, mais avec, dans un coin de la tête, une conscience que le pays est en guerre. Cela s'est ressenti dans la chanson, dans la création des artistes. Cela s'est ressenti dans le quotidien parce que ça a redoublé la vigilance. Vous êtes nouveau, vous arrivez, les autochtones vont chercher à savoir qui vous êtes et au besoin fouiller même vos bagages pour se rassurer que vous n'êtes pas un assaillant, c'était le mot à l'époque. Parce que le pouvoir en place qui a perdu plus
de la moitié de son territoire, avait réussi à mettre dans la tête des Ivoiriens que c'est vrai, on s'amuse, mais on est en guerre. Mais est-ce qu'au Burkina, à Ouagadougou, et même au-delà, on a ce même sentiment-là? Je ne pense pas. Donc les autorités actuelles également, c'est de travailler à ce que le Burkinabé prenne conscience qu'effectivement, il est dans une situation de guerre. Ce n'est pas une question de... on est dans une situation de guerre asymétrique et tout, non. Mais nous sommes réellement en guerre. Et comment on organise la collaboration des civils? Comment on organise la collaboration des populations pour le renseignement, pour même, comment on appelle ça, la surveillance ou la sécurité entre voisins, si vous voulez. Et ça, c'est le travail aussi du politique, de l'organiser. Sinon, les deuils nationaux, en fonction du nombre de victimes et des symboles touchés, franchement, ce n'était pas, d'un point de vue, une solution. À un moment donné, on était tombé dans le déni qu'on appelait résilience. D'accord, j'ai dit qu'on allait passer à d'autres étapes aussi dans le débat. On les a entendus lors de la première annonce. Depuis, on n'en a pas encore eu d'autres. Ils ont été clairs. Ils disent qu'ils vont ouvrir un retour à un ordre normal. Quand il y a donc coup de force, on sait que c'est des engagements premiers qu'on prend. On n'est pas dans la même réalité que les autres pays, mais je dis souvent parallèle n'est pas forcément fou. C'est bon de faire aussi quelquefois quelques comparaisons, ça aide. On a la Guinée, on a le Mali, et quand vous regardez, en l'espace de quelques mois, on en a eu 4, 2 dans un seul pays. Mali, ils en ont fait 2. C'est la réalité de ce qu'on est en train de passer vers la contestation d'une forme de démocratie. C'est une façon de venir, une façon de se maintenir, une façon de gérer. Quels sont les coudées que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont relativement à cette pression qu'on est en train de sentir sur le militaire au pouvoir? C'est vrai que ça a commencé avec le Mali, ça continue avec aussi la Guinée. À quoi il faut s'attendre? Oui, moi je pense que depuis ce matin, je pense que tous ceux qui ont pris le pouvoir doivent maintenant réaliser que le plus difficile a commencé. Le plus difficile a commencé et certainement ils croisent les doigts pour réussir leur mission. Et je pense également, si ça n'a pas été planifié, pensé, organisé pendant longtemps, il y aura donc des balbutiements, il y aura donc des fautes, il y aura donc des erreurs. Et s'ils ont la bonne volonté donc de sortir notre pays donc de cette situation, ils auront donc l'appui donc de la population et des forces vives de la nation. S'ils maintenant ils ont d'autres appétits qui vont arriver au fur et à mesure qu'ils gèrent justement la chose, ils auront encore le même peuple contre eux. Je reste convaincu que s'ils font un pas sans le peuple, ça va être compliqué. S'ils prennent en compte ce que je passe le temps à dire, la souffrance donc de notre peuple, par rapport donc à ces attaques terroristes, à ces déplacés internes, s'ils prennent justement la pleine mesure, justement donc de tout ce qui se passe et trouvent des réponses qu'ils proposent justement à l'opinion et qu'on délibère justement ensemble et qu'on avance ensemble, on aura donc des succès. Donc, ce qui va se passer, à mon avis, c'est que on n'ait rien de très clair venant d'eux et que ça commence à être donc compris comme étant justement une forme donc de duperie et les gens vont commencer à se dresser parce qu'il y a des politiciens de profession qui sont là et ils aspirent justement à diriger le pays. Ils n'entendent pas voir donc l'armée s'éterniser au pouvoir. Donc vous êtes là comme pour une transition. Par contre, si Damiba et tout son groupe dit, ils arrivent à nous dire, voilà la vérité donc de la situation, on fait un diagnostic complet, voici la complexité donc de la situation à laquelle nous nous engageons à nous attaquer, voici ce que ça peut nous coûter, voici ce que ça peut coûter aux citoyens burkinabés, voilà comment nous allons procéder. La question de la méthode. Quand tout ça est expliqué, compris avec beaucoup de pédagogie, vous avez la chance, quel que soit justement le temps que cela va prendre, d'avoir justement l'accompagnement donc de la population. Par contre, si vous êtes dans un flou, comme on a l'habitude de l'entendre, de le voir ailleurs, ce flou ne va pas vous servir. Le flou par rapport au délai, le flou par rapport donc à vos choix stratégiques, le flou par rapport à la communication. Vous ne dites rien parce que vous travaillez.
Non, je pense que ça peut desservir. Donc ce que je propose à ceux qui sont au pouvoir actuellement, en matière de méthode, c'est de parler, de sortir un peu donc de leur principe que dans l'armée on ne parle pas beaucoup. Ici, avec la population burkinabé, je pense qu'il faut bien communiquer. Deuxième élément, en dehors donc de la communication régulière avec des éléments, des éléments assez précis, c'est de faire en sorte que la vision soit claire, que nous soyons rassurés qu'il nous amène vers des lendemains meilleurs. Par exemple, si un territoire comme Arbinda n'est pas fréquentable, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour que d'ici 6 mois, par exemple, on puisse fréquenter Arbinda, que son marché à bétail s'ouvre et que donc des gens viennent acheter donc des animaux. Donc on a la stratégie. Donc rétablir justement sur un cas pilote, quelque chose de concret. Et à la fin donc de ce cas pilote, on dit voici, pour redonner une certaine vie socio-économique à Arbinda, voici comment nous avons procédé. Et voici ce que ça nous a coûté en termes d'argent, en termes donc d'hommes à mobiliser, en termes donc de ressources extra. Pour conquérir encore un autre territoire, ça va nous demander à peu près le même effort. L'État ou bien je ne sais pas comment on va l'appeler, en tout cas l'État a fait un effort et nous voulons maintenant demander à de bonnes volontés pour les autres cas que nous voulons conquérir, donc de donner de leurs moyens, de leurs biens pour que nous puissions. Quand vous regardez ces jeunes à la place de la nation, ils ont des biceps, ils ont la volonté, c'est comme s'ils sont prêts à aller au front. Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette volonté d'appuyer justement l'État par rapport donc à la lutte? Donc, troisième élément, c'est la vérité. Dites, à mon avis, la vérité au peuple burkinabé. Si vous êtes coincé, ne vous taisez pas. Dites la vérité pour que nous la comprenions avec vous. Ne cachez rien. Faites en sorte qu'il y ait une certaine clarté dans votre démarche. Et petit à petit, que le monde entier sache que nous sommes sur la bonne voie et avec méthode, nous allons vers la résolution réelle et profonde donc de notre problème. Et enfin, la question de la gouvernance, comme Barry l'a évoqué, ce n'est pas forcément de venir pour faire un travail des politiciens parce que vous n'avez pas l'art de le faire, mais c'est de faire en sorte que à partir donc de cette page que le Burkina Faso vient de tourner, qu'on puisse dire que le Burkina a retrouvé son intégrité et que nous sommes tous égaux et que nous avons les mêmes droits. Faire en sorte que si vous prenez quelqu'un, si vous rapatriez de l'argent qui était injustement acquis, que vous puissiez prendre cet argent et dire avec l'argent volé par X ou par Y, nous avons construit tant d'écoles, tant d'hôpitaux. Et sortir justement du populisme qu'on a vu peut-être au Mali et faire en sorte que vous ne soyez pas dans des déclaratifs mais dans l'action avec donc des résultats. Je pense que de cette manière, avec méthode, avec la vérité et l'engagement justement des uns et des autres, nous parviendrons justement à accompagner donc ce mouvement qui est né et qui semble être une sorte de réponse à ce que nous voulons pour notre pays. Je reviens vers Barry pour la même question, parce que quoi qu'on dise, on connaît les codes. Lorsqu'une jeune arrive, il y a dans ce qu'on fait comme déclaration, ce qui est adressé au peuple et ce qui est adressé au reste du monde. Lorsque vous dites on va travailler à un certain retour, ça veut dire que vous comprenez les enjeux. Et aujourd'hui, il y a une vraie pression qui est faite sur des militaires au pouvoir. Aujourd'hui, comme vous voyez les futuristes dans la matière, c'est comme il y a la Batula, c'est la sincérité avec le peuple. Avancer avec le peuple qui pourra faire accepter les choses après, ou bien comment ça va se passer? Si vous permettez, je vais préciser une idée sur les forces spéciales que le voisin de Bernard semble n'avoir pas compris en balayant ça d'un revers de la main. Pour répondre à ma question, parce qu'on entend d'aller allègrement vers la fête. C'est comme s'il pensait que en fait, les forces spéciales vont aboutir encore à ce que nous connaissons dans l'histoire de notre pays. Je n'ai pas demandé des gens par rapport à d'autres dans le même corps. Parce que vous voyez, dans la conscience populaire, quand on dit force spéciale, on a le sentiment que c'est une armée à part entière. Les forces spéciales, c'est un niveau de formation
formation dispensée à des éléments de l'armée. On les puise dans l'armée pour leur dispenser une autre formation. Elles sont spéciales au regard de la spécificité de leur travail. Que ce soit au Mali, au Niger et au Burkina, ceux qui s'intéressent beaucoup à ces questions ont remarqué qu'ils font du bon boulot avec leurs frères. Je vais dire qu'aujourd'hui, il faut renforcer leurs capacités, mais je n'ai pas dit d'abandonner l'armée, puisqu'ils sont tous de l'armée. Donc, c'est un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte, parce que la crise, elle est multidimensionnelle. Elle n'est pas que sécuritaire, donc c'est un paquet de réponses. Maintenant, je ne sais pas, votre question, c'est par rapport à l'éternité que les gens... Voilà. Parce que la pression de la communauté internationale. La communauté internationale a commencé par déjà... rapport au délai de la transition. C'est ça le problème. Quand on a des militaires qui viennent au pouvoir, c'est des gages qu'on donne et après ça devient difficile et c'est ce à quoi on est tenu. Bon, au fait, vous pouvez peut-être généraliser un principe en disant que les militaires, quand ils viennent au pouvoir, dans un premier temps, on va partir et on finit par ne pas partir. Ça, c'est peut-être un principe général. Mais il y a des exceptions. ATT est parti au bout de 12 mois. Oulval en Mauritanie est parti au bout de 12 mois. Et au Niger, Salou Djibo est parti. Ici, la transition a duré 1 an. Donc, je pense que je ne veux pas qu'on juge et on condamne le lieutenant-colonel Damiba et ces hommes sans les avoir vus à l'œuvre. Ce ne serait pas consistant en termes d'analyse. On ne peut pas les mettre dans un carcan général. Ils sont spécifiques dans un pays spécifique qui a ses réalités, qui a ses différences avec les autres peuples. Mais dans une géopolitique où on a des cas sur lesquels il y a des pressions, des engagements pris et la réalité dans laquelle on est. Tout à l'heure, Rabatou a rappelé un certain nombre d'éléments. Non, je suis d'accord. Je vais dire ici, nous, dans notre analyse, c'est de ne pas juger et condamner ces gens avant de les avoir vus à l'œuvre. On ne peut pas dire, rien n'est garanti aujourd'hui que le colonel Damiba fera 20 ans ou 27 ans au pouvoir. Ce qu'on peut prendre comme élément d'analyse, c'est de les voir d'abord à l'œuvre et ensuite on fait le jugement. Mais comme je le dis, les contextes ne sont pas les mêmes. Le peuple burkinabé n'est pas forcément le peuple guinéen. Ce qu'on peut accepter en Guinée, peut-être on n'acceptera pas au Burkina. Donc, je vais dire aujourd'hui, tout dépendra des négociations et des pressions des contre-pouvoirs pour que dans une dynamique consensuelle, au lieu que ce soit un délai qui est imposé donc par une partie, que ce soit l'ensemble des forces démocratiques qui se réunissent pour décider de la durée, mais pas seulement de la durée, mais du contenu de la transition. Parce qu'il s'agit tout d'un service pour la nation. On est là pour servir la nation, donc on ne peut pas aller de façon isolée. Donc moi je pense que en définitive, tout dépendra de ce qui sera fait comme maillage, c'est-à-dire en impliquant tout le monde, pour qu'ensemble on ne dise pas que demain que oui, on a adopté des mesures qui n'avaient pas impliqué tout le monde, il y a des gens qui avaient été exclus. Non, on sait où peut nous conduire l'exclusion. Ici comme ailleurs sur le continent. Il ne faut pas exclure les gens sur la base de leurs convictions, sur la base de leur appartenance politique. Parce que sur chacun de nous, il y a beaucoup de choses à dire. Nul n'est parfait. Mais lorsqu'il s'agit de la construction de l'État et de la nation, il est important qu'on appelle tout le monde. Chacun vient donner ses idées et ensemble, au bout, on adopte quand même, on va dire, une ligne directrice qui permet de jeter les bases de la construction d'un État véritablement démocratique et d'une nation véritablement réconciliée. On est pratiquement au terme de l'échange, on a encore 10 minutes. Et autant de paroles, je remarque que quand je fais un tour de parole, moi je suis déjà... Bernard, vous voulez réagir sur la même question avant que je pose la toute dernière d'ailleurs pour faire un tour de... Oui, sur la même question, hein, si vous demandez aux jeunes qui sont sortis pour soutenir ce coup d'État, combien de temps vous voulez que les militaires durent, ils vous diront 5 ans ou bien autant que pour faire ce coup. L'essentiel c'est de pacifier le pays. Ça, ils sont clairs là-dessus. Et ils attendent également une, si vous voulez, une wagnerisation, hein, si vous me permettez le terme, ou bien une russification. Il faut bien tendre l'oreille. Donc ils sont dans une logique où ils veulent que Damiba fasse du Goïta. Ça, ils sont clairs là-dessus. Donc c'est-à-dire des militaires qui s'assument et qui cherchent des réponses vraies par rapport à la situation sécuritaire et par rapport aux questions de bonne gouvernance. Et pour ces jeunes Burkinabés, la majorité, peu importe la durée de cette transition, l'essentiel c'est d'avoir un pays qui repose sur des bases fortes, sur des institutions fortes. N'oublions pas que nous sommes sortis d'une transition il y a encore 6 ans. Le Mali
quand Ibeka a été renversé, le Mali était à combien d'années après sa transition? C'est-à-dire c'est des transitions qui n'ont pas donné, dont les fruits n'ont pas donné la promesse des fleurs. Donc ici, ce qui fait que, est-ce qu'on va se précipiter donner un délai? Parce qu'il y a aussi une communauté internationale qui regarde aussi, qui attend, qui préfère traiter avec un président démocratiquement élu plutôt qu'avec des gens qui incarnent un régime d'exception. Parce que quand c'est un régime d'exception, il y a également des mesures exceptionnelles qui peuvent être prises, qui ne sont pas sous le sceau normal de la démocratie que vous pouvez contester comme il se doit. Donc, c'est des jeunes qui regardent, mais c'est aussi des militaires certainement qui savent ce qu'il y a en termes d'enjeux, parce que ayant leurs propres parents touchés directement ou indirectement par ces questions de terrorisme et qui ont aussi perdu beaucoup de leurs frères d'armes dans cette situation. Bon, vous posez déjà la question Wagner, ça c'est des questions de choix possibles. Au Mali, on a vu que c'est des choses qui ont été appelées. Vous vous rappelez les marches du 22, très vite on a entendu des propos qui ont été scandés du genre. C'est des choses auxquelles ceux qui sont arrivés peuvent être sensibles, parce qu'aujourd'hui il y a le discours aussi qui est celui d'appâter, c'est celui de ramener des gens vers soi, parce qu'il y a l'obligation aussi d'avoir des gens avec soi pour pouvoir continuer cette aventure dans laquelle ils sont. Et ça, ils ont cette obligation-là de ce discours. Mais il y a la réalité des résultats. On a vu au Mali, les militaires, ils ont dit, le politique ne fait pas les bons choix. Ils sont arrivés, les choix qu'ils font, quelquefois, c'est discutable. Et jusqu'à présent, la question des résultats, il faut vraiment en attendre pour être convaincu. Aujourd'hui, c'est ceux qui font la guerre qui sont arrivés au pouvoir. Vous le disiez à un moment donné, il faut le discours de vérité, ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique, mais qu'est-ce qu'il faudra retenir à la fin? Quelles sont pour vous vos convictions avec ce qui est en train de passer aujourd'hui? Quelles sont vos craintes? Et puis, quel est votre dernier mot sur la situation avec laquelle on commence depuis hier? Ça sera mon dernier tour de table, mais je vais commencer par celui qui n'a pas eu la parole depuis un bon moment, Khalif Farah-Siré. C'est vrai qu'on n'a même pas abordé la question de la réduction des cadres sur le plan politique, parce que ça aussi c'est une réalité. Donc je vous permets ce dernier tour de table. L'appréhension principale, c'est comment faire en sorte de mettre sous le boisseau, sous éteignoir, la classe politique que j'ai l'habitude d'appeler la crasse politique. C'est-à-dire le rebut politique qui nous tient lieu de d'élite politique actuellement. Comment le faire? Parce que c'est une classe, depuis 1987, nous faisons exactement la même chose, toujours. Et cette classe politique s'est reproduite. Les sous-larbins sont devenus les larbins sont devenus des gourous, avec une constante, une gouvernance scabreuse. Et ça, comment faire pour faire en sorte que tout ça s'arrête? Et du coup, ça n'est pas simple. C'est la quadrature du cercle. C'est pour ça qu'il faut éviter d'aller rapidement à un conseil national de la transition. C'est des organes qui invoquent obligatoirement un jeu de passe-passe et de redistribution des prébendes. Il faut que le MPSR prouve clairement qu'il est là dans le cadre d'une rupture. Et c'est le lieu de parler de nouveaux paradigmes, comme la Sénat Cerveau commençait à nous bassiner avec ce concept-là. C'est vraiment une rupture. Or, cette rupture est difficile. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Toute armée est assujettie au management stratégique, à l'orientation qui incombe aux civils. Ça dit que la guerre est si importante que les seuls militaires ne peuvent l'assumer. Et ceux qui dirigent les guerres, ceux qui orientent les guerres, ce sont les civils. De toute l'histoire de l'humanité. Donc, comment trouver ces civils qui, sans qu'ils n'aient des idées préconçues ou qu'ils ne se prépositionnent déjà sur des strapontins pour caporaliser et, j'allais dire, capturer cette action, tout en faisant en sorte que cette armée développe, accroisse sa puissance létale pour faire en sorte... Bon, très clairement, je vois deux choses. Okay. Premièrement, arriver à une coalition au plan sous-régional. Avec le Mali, ça va être très simple, je crois. Ça sera moins compliqué. Avec le Mali et avec le Niger, je ne sais pas où les militaires nigériens en sont, mais ce serait bien qu'on ait un vrai G3 Sahel.
des militaires. Et que, deuxièmement, maintenant, c'est l'axe de faire la guerre et non de se disperser. J'ai vu que Yarabatula a dit les chantiers sont immenses. On parle de la réconciliation, on parle de la lutte contre la corruption, tout ça c'est bien, mais pas maintenant. Faisons seulement la guerre, donnons un délai d'au moins. J'ai entendu parler de 6 mois, ça me semble parfaitement raison. Où nous déployons notre puissance létale. Non, 6 mois, non, c'est pas ça. 6 mois pour faire la guerre, uniquement la guerre. Puis après, on projette maintenant l'agenda de la démocratie, qui est vraiment secondaire ici. Je vais revenir au docteur Yarabatula, c'est le dernier tour de table là-dessus. Non, je fais la guerre d'abord. Non, moi je pense que si les militaires arrivent au pouvoir avec un objectif, qui est donc la stabilisation donc, du pays, la sécurisation donc, du territoire, qu'ils se donnent les moyens et qu'ils ne se dispersent pas. S'ils prennent goût à d'autres objectifs, c'est normal, c'est humain, mais qu'ils se rappellent ce pourquoi ils ont pris le pouvoir. Et qu'ils se rappellent également que les mêmes causes créent les mêmes effets. L'autre élément, c'est l'enchantement donc, de la population et ou encore de la jeunesse burkinabé par rapport donc à ce coup de force. C'est un enchantement qu'il faut prendre en considérant que son contraire, qui est le désenchantement, est aussi possible et brutal. Un peuple désenchanté est téméraire, est difficile à gérer. Parce que si vous avez une grosse attente et qu'il y a des maigres résultats, comme on l'a vu de par le passé, vous serez acculé, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. C'est de faire en sorte que nous continuons de rêver, que la réponse justement est dans ce que vous venez de faire et que nous pouvons vous accompagner, c'est-à-dire tous les acteurs. Et je pense que l'enjeu se situera à partir donc de ce jour 25 dans la cohésion, le rassemblement. Comment est-ce qu'il démarche? Et le discours que nous avons entendu hier est beaucoup apaisé, il est respectueux et il est assez humain. Donc s'il continue comme ça à garder la tête sur les épaules et à avancer avec tous les acteurs et à faire que ce qui est difficile, c'est-à-dire la cohésion au sein de l'armée, la cohésion donc des forces vives, nous pouvons ensemble gagner la bataille. Enfin, je pense que s'il n'oublie jamais que servir les Burkinabés, c'est un sacerdoce, il gagnerait justement le pari donc de ce coup de force. Par contre, si tout de suite ils sont happés par justement donc le goût du pouvoir et qu'ils s'accrochent à ce pouvoir, ça peut être encore l'éternel recommencement. Et notre pays n'a pas besoin de passer par un cycle interminable de coups de force, de coups d'État. On a besoin quand même de rêver, de voir un chef d'État civil qui passe le témoin à un autre chef d'État civil. Et ça, c'est important. Abdoulaye Bari. Le temps est quand même court. Ah oui, c'est 1h30. Mais on est déjà... Votre question, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a débattu quand même pendant plus d'1h30. On a parlé des perspectives et tout. Tout à l'heure, j'ai demandé à chacun de partager son dernier regard sur ce qui a commencé hier. On a parlé de tous les futuribes. Il y a la battue là. Pour lui, il faut être prudent. Non, oui, je comprends. Enfin, moi, je pense que ici, il faut être focus sur l'objectif principal. L'objectif principal, c'est la sécurité pour les Burkinabés. L'objectif principal, c'est de donner à ce peuple son espoir, parce qu'il a perdu d'espoir. Mais pour y arriver, il y a des éléments historiques sur lesquels on peut s'appuyer, c'est-à-dire tirer les leçons de la transition passée. Qu'est-ce qui n'a pas marché lors de la transition passée pour que la transition amène des chefs d'État démocratiquement élus qui soient chassés 6 ans après, qui soient détestés 6 ans après? C'est-à-dire qu'il faut tirer les leçons. Et l'autre élément d'appréciation aussi, c'est de se dire que il est important, au lieu de passer tout le temps à insulter par exemple le régime passé, c'est de se dire qu'il y a des enseignements à tirer de l'échec dans la gouvernance. Et ces éléments devraient donc nous permettre au nouveau régime d'apporter les vraies réponses, parce qu'il ne s'agira pas de venir mener un combat contre un clan. Il ne faut pas le faire. Mais pour cela, lui l'a dit, je pense que le meilleur conseil qu'on pourrait peut-être lui donner, c'est de rester un humain.
et de se rappeler à chaque fois que nous ne sommes que des humains. Que tirer les enseignements, pour terminer, Geoffroy, tirer les enseignements des échecs des autres et aller dans une dynamique pas solitaire, mais dans une dynamique de large consensus national, parce qu'il faut enfin unir ce peuple-là pour atteindre un objectif commun. On termine avec Bernard Bougma. Justement, unir ce peuple à travers un idéal commun, effectivement, parce que on ne pourra pas passer notre temps à ressasser le passé et à être les porte-flambeaux des guerres et des luttes intestines qui ont commencé depuis l'époque 83 jusqu'à maintenant, où des parents ont réussi à léguer à leurs filleuls les armes d'hier pour continuer à faire ce même combat-là. Cette jeunesse ne peut pas porter des contradictions issues depuis l'époque des mouvements de gauche qui à un moment donné avaient pion sur rue aujourd'hui. Parce que certains s'étaient fâchés en ce moment-là, parfois pour des problèmes d'affection ou des problèmes de « il a arraché ma demoiselle » ou ceci, qui ont continué sur le plan politique, qui ont fait les choix, parfois pas en fonction des convictions idéologiques, mais pour d'autres convictions. Mais cette jeunesse-là ne pourra pas passer son temps à faire toute cette bagarre-là. Je pense que nous sommes dans une autre logique et il faut également que les jeunes intègrent cette nouvelle dimension, parce que si nous allons continuer à ressasser ce passé, à faire cette guerre par procuration, on ne pourra pas avancer alors qu'on a un pays à bâtir. Merci bien à vous d'avoir été sur ce plateau. Merci donc Dr Yarabatula d'être passé sur ce plateau, enseignant-chercheur à l'université de Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo. En tout cas, merci à Khalifa Siré, administrateur civil, expert en développement et en stratégie locale. Merci aussi à Abdoulaye Bari, qui est donc doctorant en sciences politiques, journaliste indépendant. Merci aussi à Bernard Bougma, chef de desk politique à Watt FM et True TV. On s'est étendu sur cette actualité nouvelle qui va dessiner les signaux pour le Burkina d'aujourd'hui et de demain. Et ce qu'on souhaite, c'est le meilleur pour ce Faso-là. Restez avec nous, puisque le débat, lui, va se poursuivre, cette fois-ci en langue morée, avec Adams Khaled Ouedraogo. Merci de nous avoir suivis et le programme se poursuit.